On dit que l'arrogance est souvent le parfum préféré de ceux qui ont oublié d'où ils viennent. Et c'est ainsi que commença l'histoire de Malik. Malik n'avait que 28 ans, mais déjà, il roulait en 4x4 noir rutilant, les vitres teintées comme pour cacher une vie qu'il ne voulait plus exposer. À Dakar, il était devenu un nom qu'on chuchotait dans les salons d'affaires, jeune entrepreneur à succès, investisseur impitoyable, génie du numérique. Son visage ornait même des panneaux publicitaires pour une marque de montres de luxe. Mais derrière les flashs, les contrats signés à la hâte et les dîners dans les hôtels 5 étoiles, Malik avait enterré quelque chose de précieux. Quelqu'un. Ce matin-là, il descendit de sa voiture avec un soupçon d'agacement. Il devait traverser à pied un marché populaire, car une portion de route était bloquée pour travaux. Il plissa les yeux. L'endroit puait la sueur, le charbon, la misère, bref, l'enfance qu'il avait fui. Un enfant le suivit un instant en le regardant avec admiration, mais Malik ne le remarqua même pas. Il ajusta ses lunettes noires et accéléra le pas. Les pauvres doivent se contenter de leur sort, pensa-t-il froidement. Jusqu'à ce que ses pas ralentissent. Devant une mosquée en rénovation, sous le soleil implacable de midi, une femme à genoux tendait la main. Elle portait un grand boubou en lambeaux, un foulard grisâtre enroulé autour de la tête et des sandales fendues. Les gens passaient, la contournaient, sans même lui adresser un regard. Mais lui, il s'arrêta net. Quelque chose dans la courbe de ses épaules. Dans sa manière de recouvrir son visage de ses paumes. Un frisson lui traversa l'échine. Son cœur, pourtant habitué aux calculs froids et aux chiffres sans âme, sembla ralentir. Impossible. Il ôta ses lunettes. Avança, un pas après l'autre, comme s'il s'approchait d'un fantôme du passé. Et quand la femme leva la tête, le monde bascula. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa mère. Le temps sembla suspendu. La foule passait, les moteurs vrombissaient, les vendeurs hurlaient leurs prix, mais Malik n'entendait plus rien. Il restait là, pétrifié, les lèvres entr'ouvertes, incapable d'esquisser un mot. Sa mère, sa maman, étaient là. Agenouillés, abîmés, presque méconnaissables. Mais ces yeux-là, il ne pouvait pas les oublier. Ils avaient veillé sur lui, pleuré pour lui, espéré pour lui. Et aujourd'hui, il le regardait comme ceux d'une étrangère. Sans lumière, sans colère. Juste une lente résignation. Elle ne l'avait pas reconnu. Elle lui sourit timidement, comme elle l'aurait fait à n'importe quel passant, en murmurant d'une voix rauque. « S'il vous plaît, mon fils. Une pièce, que Dieu vous protège. » Ce mot. « Mon fils. » Ce fut comme une gifle invisible. Malik eut le souffle coupé. Comment avait-il pu? Comment avait-elle pu finir là? Elle qui l'avait élevé seule après le départ de son père. Elle qui vendait des beignets au bord de la route pour lui payer l'école. Elle qui, quand il tombait malade, restait éveillée des nuits entières à lui poser des compresses humides sur le front. Elle qui n'avait jamais cessé de l'aimer, même lorsqu'il avait disparu. Il voulut parler. Mais sa gorge était nouée. Il s'accroupit lentement devant elle, posant une main tremblante sur la sienne. « Maman, c'est moi. Malik. » Elle le regarda longuement, comme si ce nom flottait dans une mémoire effacée par le vent. Elle plissa les yeux, hésitante. Puis, une larme roula le long de sa joue. « Malik » souffla-t-elle. « Mon fils, tu es vivant ?» Son cri fut un murmure, mais il déchira le cœur du jeune homme. « Oui, maman, je suis là. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Elle serra sa main, fort, comme pour s'assurer qu'il ne s'évanouirait pas à nouveau. Et au milieu de la foule indifférente, le grand Malik, celui que l'on appelait l'homme de fer, s'effondra à genoux en larmes. Il ne savait pas encore ce que sa mère avait traversé. Il ne savait pas pourquoi elle mendiait. Mais il sentait, dans chaque battement de son cœur, que la vérité allait briser quelque chose en lui. Il la serra dans ses bras, comme un enfant perdu retrouvant enfin le refuge qu'il avait lui-même abandonné. Mais elle était raide, surprise. Ce fils-là, elle ne le reconnaissait pas. Trop bien habillé, trop parfumé, trop lointain. Il portait la réussite sur lui comme une armure, mais elle sentait qu'il avait froid à l'intérieur. Froid d'avoir trop oublié. « Viens maman, viens avec moi. Je t'emmène d'ici. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans le vide, quelque part entre les souvenirs et les silences accumulés. « Est-ce que je peux me lever ?» demanda-t-elle d'une voix faible, comme si son corps avait cessé de lui obéir depuis longtemps. Malik la releva doucement. Ses mains étaient sèches, marquées par les années, les privations, les humiliations muettes. Et plus il l'aidait, plus il réalisait combien il ne la connaissait plus. Elle ne pesait presque rien. Comme si la vie elle-même l'avait déserté peu à peu. Ils marchèrent en silence jusqu'à sa voiture.
Les passants les regardaient, certains intrigués, d'autres moqueurs. Certains pensaient qu'un homme riche faisait un geste de charité, sans imaginer qu'il s'agissait d'un fils rattrapé par son passé. Lorsqu'ils montèrent dans le véhicule, elle regarda autour d'elle avec étonnement. « C'est ta voiture ?»« Oui, maman. » Elle effleura le tableau de bord du bout des doigts. « C'est doux. J'ai jamais touché ça. » Ces mots-là, simples et innocents, plantèrent une aiguille dans le cœur de Malik. Elle avait tant sacrifié. Elle lui avait tout donné. Et lui, pendant toutes ces années, il n'avait pas cherché. Pas une lettre. Pas un appel. Pas même une pensée. Il démarra. Le silence entre eux était lourd. Mais elle finit par demander. « Où on va ?» Il tourna la tête vers elle, les yeux pleins de larmes qu'il refusait de laisser tomber cette fois-ci. « Chez moi. Chez nous. Là où tu aurais toujours dû être. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne peux pas. Pas encore. Il faut que je te parle d'abord. Il faut que tu saches. » Il la regarda, inquiet. « Savoir quoi, maman ?» Elle tourna les yeux vers la fenêtre, fuyante. « Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai dû disparaître ?» Malik sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque. Il comprenait à peine ce qu'elle voulait dire. Mais au fond de lui, il sentait que la vérité qu'elle portait allait tout changer. Et il n'était pas prêt. La voiture roulait lentement à travers les quartiers de Dakar, mais Malik n'avait pas l'impression d'avancer. Chaque feu rouge, chaque virage semblait allonger le chemin vers une vérité qu'il redoutait de plus en plus. Sa mère gardait le regard perdu dehors. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle parlait avec les gestes des mains posées l'une sur l'autre, comme une femme qui s'était résignée à porter une douleur depuis trop longtemps. « Quand tu es parti, je savais que ça allait arriver un jour. » Elle parlait sans le regarder, comme si elle récitait un souvenir longtemps répété dans sa tête. « Tu étais ambitieux. Tu disais toujours que tu ne voulais pas finir comme moi, à vendre des beignets sous le soleil. Et je te comprenais. J'ai jamais voulu que tu deviennes comme moi non plus. Je voulais que tu t'envoles. Je t'ai même poussé à partir. Tu te souviens ?» Malik hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. Oui, il s'en souvenait. Il était parti pour la France avec une bourse. Sans se retourner. Sans promettre de revenir. Parce qu'au fond, une partie de lui avait honte de cette mère trop pauvre, trop discrète, trop simple. Mais tu n'as jamais appelé, Malik. Pas une fois. Tu ne m'as pas écrit. Pas même un mot pendant toutes ces années. Et au début, je me disais que tu étais occupé. Puis je me suis dit que peut-être, tu avais honte. Malik sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il voulut dire quelque chose, mais elle l'interrompit doucement. « Laisse-moi finir, mon fils. Après 3 ans, je suis tombé malade. Très malade. Mais je ne voulais pas t'inquiéter. Je me disais que tu viendrais, que tu te souviendrais de moi. Que tu passerais, même par hasard. » Elle soupira. Et un jour, un homme est venu à la maison. Il disait qu'il te connaissait, qu'il avait travaillé avec toi. Il m'a dit que tu étais devenu riche. Très riche. Mais, il riait, tu sais. Il riait en disant que tu disais à tout le monde que tu n'avais plus de famille. Que tu étais orphelin. Malik serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Sa mâchoire tremblait. Ce jour-là, Malik, j'ai su que je t'avais perdu. Pas parce que tu étais mort, mais parce que tu m'avais effacé de ta mémoire. Un silence funèbre envahit l'habitacle. Il n'y avait rien de plus cruel qu'une mère obligée d'accepter qu'elle n'existait plus pour son propre fils. Pas par accident, mais par choix. Et pourtant, elle était toujours là. Toujours prête à le prendre dans ses bras, même si ses bras étaient affaiblis par la faim. Toujours prête à l'aimer, même s'il l'avait renié. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Alors pourquoi es-tu revenu ?» Malik ralentit la voiture. Il se gara, le visage inondé de larmes silencieuses. Il répondit d'une voix brisée. « Parce que Dieu m'a puni de t'avoir oublié. Et il m'a guidé pour que je te retrouve, maman. » Elle ne répondit pas. Elle ferma les yeux. Et murmura doucement. « Ce n'est que le début. Tu n'as encore rien entendu, Malik. Rien de ce que j'ai dû faire pour que tu survives. » La voiture était à l'arrêt, mais à l'intérieur, le cœur de Malik, lui, fonçait droit vers un mur invisible. Il se tourna lentement vers sa mère. Ces mots flottaient encore dans l'air comme un écho douloureux. « Tu n'as encore rien entendu, Malik. Rien de ce que j'ai dû faire pour que tu survives. » Elle gardait les yeux fermés, comme si la suite du récit lui demandait de plonger dans un puits noir qu'elle aurait voulu laisser sceller à jamais. « Tu sais, mon fils,
Un enfant, on le porte pendant 9 mois. Mais certaines mères, elles continuent de le porter toute leur vie. Même quand il part. Même quand il ne veut plus d'elle. Elle rouvrit les yeux. 2 perles salées s'en échappèrent. Quand ton père est parti, tu n'avais que 3 ans. Tu pleurais toutes les nuits. Moi aussi, mais en silence. J'ai vendu mes bijoux. Puis mes habits. Puis mes livres. Puis mes meubles. Tout ce qui faisait de moi une femme digne. Elle détourna les yeux, comme si elle avait honte de ce qu'elle allait dire. Mais un jour, tu es tombé malade. Très malade. Une infection sévère. Il te fallait un traitement que je ne pouvais pas payer. J'ai supplié, j'ai frappé aux portes. On me fermait la grille au nez. Alors j'ai dû vendre. Elle s'arrêta. Sa voix se brisa. J'ai vendu mes cheveux. Malik ouvrit de grands yeux. Sa mère, ses cheveux noirs, longs, épais, qu'il avait encaressés enfant, elle poursuivit, la voix tremblante. Une coiffeuse m'a dit qu'elle connaissait une femme libanaise qui payait cher pour les perruques. J'ai accepté. Ils ont tout coupé. Comme une bête. Et j'ai eu juste assez pour te soigner. Elle se tut un instant, puis ajouta. Mais ce n'était pas la dernière fois. Elle tourna les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni plainte, ni reproche. Juste cette vérité nue que seul l'amour maternel sait porter. Tu vois, Malik, j'ai tout vendu pour toi. Mais je n'ai jamais vendu ma dignité. Ce n'est pas pour moi que je mendiais. C'est parce qu'un jour, j'ai tout donné, et que plus personne n'a pensé à me redonner. Malik éclata en sanglots. Il s'effondra, la tête sur le volant, incapable de contenir la marée d'émotions qui remontait. Lui, qui avait oublié d'où il venait. Lui, qui pensait que la richesse effaçait les dettes du cœur. Elle posa doucement sa main sur sa nuque, comme elle le faisait autrefois quand il faisait des cauchemars. Je ne te raconte pas tout ça pour que tu aies pitié. Mais parce que tu dois savoir. Tu dois savoir ce que c'est qu'aimer sans attendre de retour. Tu dois savoir ce que c'est que de donner sans être vu. Il releva la tête, le regard brûlant. Maman, je vais tout réparer. Tout. Je te le jure. Elle secoua doucement la tête. On ne répare pas ce genre de choses, Malik. On les honore. Par la vérité. Et par le retour. Il comprit à cet instant que les blessures de sa mère ne guériraient pas avec de l'argent. Elles guériraient seulement si, lui, son fils, redevenait celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Le silence reprit place dans l'habitacle, mais cette fois, ce n'était plus le silence du malaise ou de l'oubli. C'était un silence sacré. Celui du respect. Celui qu'un fils offre enfin à sa mère après des années d'ignorance. Malik, encore sous le choc de ce qu'il venait d'apprendre, redémarra doucement la voiture. On rentre à la maison, maman. Tu vas te reposer. Je vais appeler un médecin. Je vais. Non, Malik. Elle venait de le couper d'une voix douce, mais ferme. On ne rentre pas chez moi. Parce qu'il n'y a plus de chez moi. Il la regarda, déconcerté. Comment ça? La maison de Pikine? Tu y vivais toujours, non? Elle détourna le regard, honteuse. Je l'ai perdu, Malik. Il y a 2 ans déjà. Elle inspira profondément avant de continuer. Après ta maladie, j'ai repris à vendre des beignets. Tous les jours. Et puis, quand tu es parti, j'ai continué. J'ai loué une chambre pour dormir. Mais les loyers ont augmenté. Le vieux propriétaire est mort, ses fils ont tout vendu. Elle marqua une pause. Je me suis battu, Malik. J'ai lavé du linge pour des familles riches. J'ai gardé des enfants. J'ai même nettoyé les toilettes d'un restaurant. Jusqu'à ce que mon dos cède. Elle posa sa main sur le bas de son dos, et Malik remarqua alors, pour la première fois, les petites secousses dans ses épaules. Les signes d'un corps fatigué. Trop fatigué. Un jour, je n'ai plus pu travailler. Et comme je ne pouvais plus payer, ils m'ont mise dehors. Comme un chien. Sans valise. Sans recours. Elle sourit tristement, comme on sourit lorsqu'on accepte l'injustice par épuisement. Et là, je suis devenu invisible. Tu sais ce que c'est que d'être invisible, Malik? C'est quand tu es là, mais que plus personne ne te regarde. Les gens passent à côté de toi, comme si tu étais un morceau de trottoir. Elle tourna la tête vers lui. Tu me regardes, aujourd'hui. Mais combien de fois es-tu passé dans cette rue sans me voir? Malik sentit son cœur se serrer. Il se souvint soudain de cette vieille femme qu'il croisait parfois devant la mosquée en allant à ses rendez-vous. Il détournait les yeux, pressait le pas. Il ne l'avait pas reconnue. Pas voulu la reconnaître. Peut-être. Il se gara sur le bas-côté et coupa le moteur.
Alors où as-tu dormi toutes ces nuits, maman? Où mangeais-tu? Qui t'aidait? Elle sourit doucement. Parfois sous un porche. Parfois dans un coin de la mosquée. Je mangeais quand une main généreuse se souvenait que j'étais humaine. Les gens m'appelaient la vieille muette, parce que je ne parlais presque plus. À quoi bon parler quand personne n'écoute? Elle le regarda, le visage serein malgré tout. Mais tu sais, malgré tout ça, je ne t'ai jamais maudit. Pas une seule fois. Chaque nuit, je priais pour que tu sois heureux. Que tu manges à ta faim. Que tu sois aimé. Malik se cacha le visage entre les mains. Il n'était pas un orphelin. Il était pire. Il était un fils vivant, qui avait laissé sa mère mourir à petit feu. Et pourtant, elle l'aimait toujours. Malik ne pouvait plus parler. Chaque mot, chaque souffle lui coûtait une peine énorme, comme si son propre corps refusait d'accepter l'ampleur de ce qu'il avait laissé se produire. Comment était-il devenu cet homme? Un fils bien habillé, bien nourri, adulé par les médias, mais dont la mère mendiait à quelques rues de ses bureaux dorés. Et elle, pourtant, ne demandait rien. Pas de revanche. Pas d'explication. Pas même une excuse. Elle se tenait là, droite dans sa dignité brisée, mais toujours pleine d'amour. Comme si le pardon était inscrit dans la moelle de ses os. Tu sais ce que je me disais chaque matin, Malik? Il leva doucement les yeux vers elle, encore tremblant. Je me disais, peut-être qu'il passe par là aujourd'hui. Peut-être qu'il me verra. Peut-être qu'il me reconnaîtra. Et chaque fois que ce n'était pas toi, je souriais quand même. Parce que j'espérais encore. Elle le regarda avec une douceur cruelle. Celle d'une mère qui aime malgré l'oubli. Tu es devenu ce que je rêvais que tu deviennes, Malik. Fort. Respecté. Riche. Mais tu n'as pas vu ce que tu es devenu en moi. Il baissa les yeux. Il n'était pas un héros. Il n'était pas un homme. Il était une silhouette brillante avec un vide à l'intérieur. Elle poursuivit, doucement. Tu sais, les gens me demandaient parfois si j'avais des enfants. Et moi je disais, non, je suis seul. Il releva la tête, choqué. Mais pourquoi? Pourquoi tu disais ça? Elle sourit tristement. Parce qu'un enfant qu'on ne voit plus, c'est un rêve qu'on enterre. Tu étais vivant, oui. Mais pour moi, tu étais devenu un fils de personne. Pas parce que je ne t'aimais plus, mais parce que je croyais que tu ne m'aimais plus. Ces mots le transpercèrent comme une lame lente. Un fils de personne. C'était exactement ce qu'il était devenu. L'argent lui avait donné un nouveau nom, un nouveau costume. Mais dans ce costume, il avait jeté tout ce qui faisait de lui un homme, un fils, un cœur. Maman, je veux réparer. Je veux que tu reviennes vivre avec moi. Je veux te redonner tout ce que je t'ai volé. Le respect, la tendresse, le foyer. Tu ne m'en diras plus jamais, je te le jure. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura. On ne remonte pas le temps, Malik. Mais on peut le racheter. Pas avec l'argent, mais avec les gestes. Les vrais. Ce n'est pas à moi que tu dois prouver quelque chose. C'est à toi-même. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Si tu veux que je rentre avec toi, je veux te voir redevenir celui que j'ai élevé. Pas celui que tu es devenu. Et Malik comprit. Ce n'était pas seulement sa mère qu'il devait retrouver. C'était lui-même. Le moteur était éteint depuis longtemps, mais les souvenirs tournaient à vive allure dans la tête de Malik. Il se revoyait adolescent, les mains pleines de rêves, la voix de sa mère lui répétant chaque soir. « Travaille bien, mon fils. Le monde appartient aux justes, pas aux riches. » Mais il avait oublié. Il avait laissé le monde lui appartenir, sans se demander s'il était juste. Il prit la main de sa mère, et la serra doucement. Cette main qu'il avait guidée, lavée, nourrie. Cette main qu'il n'avait plus tenue depuis presque 10 ans. « Je veux changer, maman. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux changer. » Elle l'observa longuement, puis hocha la tête. « Alors commence par faire une chose simple. »« Laquelle ? » ?»« Ramène-moi là où j'ai dormi cette nuit. » Il sursauta, surpris. « Comment ça ? Tu ne veux pas venir chez moi ?» Elle secoua doucement la tête. « Pas encore. Tu dois voir. Tu dois sentir. Tu dois comprendre. » Contre son instinct, Malik redémarra la voiture. Elle lui indiqua le chemin, jusqu'à un quartier oublié du centre-ville. Un coin entre un chantier abandonné et une école en ruine. Là, derrière un mur tagué, se trouvait un petit espace entre 2 containers rouillés. C'est ici que je pose mes cartons. À l'abri du vent. Quand il pleut, je me serre contre le mur. Et quand j'ai froid, je récite des versets du Coran jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Malik descendit, figé. Il posa les yeux sur les morceaux de carton déchirés. Sur un vieux seau vide, une bouteille d'eau sale.
sur une petite couverture tachée qu'elle replia soigneusement. Je ne voulais pas que tu viennes ici par pitié, Malik. Je voulais que tu vois, que tu sentes, que tu te rappelles que pendant que tu buvais ton thé glacé dans les salons climatisés, ta mère dormait là. Il ferma les yeux. Son estomac se noua. Il aurait voulu hurler, casser ses murs, brûler cette misère. Mais il comprenait. Sa mère ne voulait pas de colère. Elle voulait qu'il regarde. Et les autres? Demanda-t-il. Les gens avec qui tu vis ici? Elle pointa du doigt deux autres silhouettes plus loin. Une femme voilée, un homme très maigre. Ils levèrent à peine la tête, habitués à ne plus exister. Il m'appelle Ya Aïcha. On partage ce qu'on trouve. Quand l'un reçoit un morceau de pain, il le coupe en trois. C'est ça, la vraie richesse, Malik. Ici, même dans la pauvreté, il reste de la noblesse. Il se sentit minuscule. Lui, qui avait tout, mais qui n'avait jamais donné sans réfléchir. Qui n'avait jamais partagé sans compter. Elle posa sa main sur son bras. Tu veux changer? Alors commence ici. Pas là-bas, dans tes tours d'argent. Commence par les voir, eux. Commence par leur parler. Et surtout, commence par demander pardon. Pas seulement à moi. À la vie. Malik hocha la tête. Ce soir-là, il ne ramena pas sa mère dans sa villa. Il posa un tapis sur le sol, à côté d'elle. Et il s'assit. Pour la première fois depuis des années, il était à la bonne place. La lune, haute et pleine, semblait suspendue au-dessus d'eux comme un témoin silencieux. Malik n'avait jamais dormi dehors. Pas une seule nuit. Pas même en voyage. Pas même par défi. Pour lui, la rue avait toujours été un espace à traverser, jamais à habiter. Mais ce soir-là, il y était, et il n'était pas seul. Sa mère avait posé une couverture entre eux. Par pudeur. Par habitude. Il comprit alors que la misère ne volait pas seulement les corps. Elle arrachait aussi les gestes les plus simples, comme le fait de dormir près de son propre enfant. Autour d'eux, la rue vivait sa vie nocturne. Des pas pressés, des chiens errants, le grésillement lointain d'un poste de radio, et parfois un cri venu d'ailleurs. Malik regardait tout avec des yeux neufs. Chaque bruit avait une histoire. Chaque silence portait un drame. Sa mère ferma les yeux. « Tu peux dormir, maman. Je suis là maintenant. » Elle hocha doucement la tête. « Je sais. » Mais elle ne dormit pas. Et lui non plus. La nuit était trop pleine. Trop lourde. À un moment, elle ouvrit à nouveau les yeux, fixant le ciel. « Tu veux savoir la vérité, Malik? Toute la vérité ?» Il se tourna vers elle, l'œil encore brillant de fatigue et d'émotion. « Oui. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu n'as pas été abandonné par ton père. Il n'est pas parti pour une autre femme. C'est moi qui l'ai chassé. » Malik se figea. « Pourquoi? » Parce qu'il t'avait levé la main dessus. Le choc fut brutal. Il fouilla dans sa mémoire, mais rien ne revenait. Il était trop petit. Il ne se souvenait que de l'absence. Pas de la violence. Il m'avait dit que tu étais faible. Trop pleurnichard. Il voulait que tu sois un homme dur. Un jour, tu as fait tomber un bol de riz, et il t'a giflé si fort que ton nez s'est mis à saigner. J'ai vu ça. Et je l'ai chassé le soir même. Sans peur. Même si je savais que je serais seul. Elle sourit, presque fière. Je préférais être une mère seule qu'une femme complice d'un homme qui bat son enfant. Malik sentit un vide s'ouvrir en lui. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que je ne voulais pas que tu grandisses avec de la haine. Parce que je voulais que tu avances, pas que tu regardes en arrière avec colère. Elle tourna les yeux vers lui, et dit calmement. Mais aujourd'hui, tu es un homme. Tu dois savoir. La vie t'a rendu fort, mais tu as oublié qui t'a protégé de la violence. Qui a pris les coups à ta place. Qui a choisi de souffrir dans le silence pour que tu puisses rire librement. Il ne répondit pas. Les mots s'étaient asséchés. Alors il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Il se rapprocha doucement, et posa sa tête sur les genoux de sa mère. Elle le caressa, longuement, en silence. Et dans cette nuit froide, au cœur de la rue, Malik comprit que ce n'était pas l'argent qui faisait un homme. C'était la capacité à reconnaître la main qu'il a élevée, même si elle était usée. Le soleil se leva lentement, étirant ses bras de lumière entre les immeubles gris. Dakar s'éveillait dans le tumulte. Klaxons, voix haute, chariots de vendeurs ambulants. Mais dans ce recoin discret de la ville, Malik ouvrit les yeux comme un homme qui renaît. Il n'avait pas dormi. Son corps le rappelait à l'ordre. Le dos douloureux, les paupières lourdes, l'esprit encore embué. Et pourtant, il se sentait vivant. Vraiment vivant. À côté de lui, sa mère priait. Elle s'était lavé le visage avec de l'eau d'une bouteille à moitié vide et avait déroulé un petit tapis délavé,
tournée vers l'est. Malgré la poussière, malgré l'inconfort, elle priait avec la même ferveur qu'autrefois dans leur minuscule salon à Pikine. Il la regarda en silence, bouleversé. Comment pouvait-elle encore remercier Dieu? Après tout ce qu'elle avait vécu, après tout ce qu'elle avait perdu, quand elle eut terminé, elle se tourna vers lui. Tu vois, Malik, quand on a tout perdu, il reste Dieu. Et quand on le garde, on n'est jamais vraiment pauvre. Ces paroles résonnèrent en lui comme un écho profond. À cet instant, un homme apparut. Très maigre, la peau tendue sur les os, les yeux fatigués mais brillants. Il salua poliment, puis tendit à la mère de Malik un petit pain sec. Je l'ai trouvé près de la boulangerie. Il est un peu dur, mais mange-le, ya Aïcha. Barak Alaoué Fiké, Modou, répondit-elle en souriant. Puis elle rompit le pain en deux. Et tendit la moitié à Malik. Il resta figé. Maman, non, mange-le, toi. Non, mon fils. Tu n'es pas au-dessus de la faim, même si tu as une montre en or. Elle le regarda, pleine de tendresse, et ajouta. Et puis, partage, c'est le début de la guérison. Malik accepta la moitié du pain. Il mangea en silence, à côté de sa mère, sous les regards des autres sans-abri qui passaient, intrigués. Certains chuchotaient. D'autres le saluaient poliment, reconnaissant ce visage vu à la télévision. Il les observait un à un, une femme jeune, enceinte, les cheveux hirsutes. Un ancien militaire devenu mendiant. Un enfant, pieds nus, portant un sac de plastique en guise de jouet. Tous invisibles, tous oubliés par la société. Et Malik se sentit petit. Je veux leur parler, dit-il soudain. Je veux apprendre leurs histoires. Sa mère hocha la tête. Alors commence par les écouter. Ce sont les seuls qu'on n'écoute jamais. Il se leva, les mains tremblantes. Il fit quelques pas vers l'homme maigre, Modou. Vous avez un moment? Modou leva les yeux, surpris. Pourquoi tu veux me parler, patron? Parce que j'ai oublié que vous existiez. Et je veux réparer ça. L'homme le fixa longuement. Puis il sourit, un sourire cendant mais plein de lumière. Alors assieds-toi. Je vais te raconter comment on devient invisible, quand le monde décide de ne plus te voir. Et Malik s'assit. Ce jour-là, le roi des immeubles de verre devint l'élève des oubliés de la terre. Et ce fut la plus belle leçon de sa vie. Modou parlait d'une voix lente, posée. Il n'avait pas la langue d'un lettré, mais chaque mot qu'il prononçait avait le poids d'une vie. Une vie que Malik, malgré toutes ses lectures et ses diplômes, n'aurait jamais pu imaginer. Tu vois, petit frère, commença-t-il, avant, j'étais maçon. Je construisais des maisons. Des villas pour des riches qui n'habitaient même pas au pays. Je portais les briques du matin au soir. Je transpirais pour les murs des autres, pendant que le toit de mes enfants fuyait à chaque pluie. Il s'interrompit un instant, fixant le sol. Un jour, en montant sur un échafaudage, j'ai glissé. 3 étages. Ma jambe a plié comme du bois cassé. L'hôpital m'a gardé 2 semaines, puis ils m'ont mis dehors parce que je n'avais pas d'argent. Je boitais, mais je voulais continuer à travailler. On m'a dit, on n'a pas besoin d'un homme lent. Il haussa les épaules. Alors j'ai quitté le chantier. Et le chantier m'a quitté aussi. Malik écoutait, bouleversé. Il n'avait jamais vu l'ombre de cette vérité dans ses tours de bureau. Je suis rentré chez moi, mais ma femme était déjà partie. Elle avait pris les enfants. Je veux pas finir avec un infirme, qu'elle a dit. Et tu sais quoi? Je peux pas lui en vouloir. Elle avait peur. Peur de la rue. Moi, j'avais déjà plongé dedans. Il sourit tristement. Au début, j'ai eu honte. Je me cachais. Puis j'ai tendu la main. On m'a jeté une pièce. Et là, j'ai compris. Ce monde n'a pas peur des pauvres. Il a peur qu'ils rappellent aux riches ce qu'ils ont oublié. Malik baissa les yeux. Mais vous avez encore votre dignité, Modou. La dignité, ça se mesure pas à l'endroit où tu dors. Ça se mesure à ce que tu refuses de vendre, même quand t'as faim. Moi, j'ai jamais volé. J'ai jamais menti pour un morceau de pain. Et je remercie Dieu pour chaque jour, même celui où je n'ai rien mangé. Il marqua une pause, puis demanda. Et toi, Malik, combien de fois t'as remercié Dieu aujourd'hui? La question le frappa en plein cœur. Lui, le croyant du vendredi. Le jeûneur du ramadan mondain. Le généreux de façade, qui postait ses dons en ligne pour récolter des likes. Il comprit. Modou, sans rien, était plus grand que lui. Je ne vous oublierai plus, murmura Malik. Et je vais changer ça. Je ne sais pas encore comment, mais je vais faire en sorte qu'on vous voie. Qu'on vous écoute. Qu'on vous respecte. Modou le fixa longuement. Puis il sourit. Alors commence par revenir demain. Ici. Assieds-toi encore. Écoute les autres.
Si tu veux bâtir quelque chose de vrai, il faut d'abord connaître la poussière. Malik hocha la tête. Et dans cette rue oubliée de tous, il venait de poser la première brique d'un chemin nouveau. Quand les portes de la future école s'ouvrirent pour la première fois, ce ne furent pas des enfants qui entrèrent. Ce furent des femmes. Des vieilles. Des cassées. Des effacées. Celles qu'on ne regarde jamais. Celles dont le prénom s'est effacé des papiers, mais pas de la mémoire de Dieu. Elles marchaient lentement, courbées, hésitantes. Comme si elles n'avaient plus l'habitude qu'une porte s'ouvre pour elles. Et pourtant, ce jour-là, la maison des invisibles les attendait. Elles furent accueillies par Aïcha elle-même, debout, droite, dans un pagne propre, le visage lavé, la tête haute. Son regard brillait d'une force nouvelle. La rue ne l'avait pas tuée. Elle l'avait sculptée. « Bienvenue chez vous », dit-elle simplement. Et elles pleurèrent. Des larmes qu'elles n'avaient jamais osé verser. Des larmes sans bruit, mais plus puissantes que n'importe quel discours. Malik, de l'autre côté de la salle, regardait. Il avait promis. Il tenait sa promesse. Il y avait désormais une pièce pour dormir, une pour prier, une pour apprendre à lire, et une autre, toute simple, où elle pouvait parler. Raconter. C'est là que tout changea. Assises sur des nattes colorées, entourées de coussins, les mères commencèrent à parler. Moi, j'ai perdu mes 3 fils dans la mer, en allant vers l'Espagne. J'ai jamais eu le droit de pleurer. Pas même au village. Moi, j'étais couturière. Mais un jour, on m'a volé ma machine. Et personne ne m'a cru. On m'a chassée comme une voleuse. Moi, je mendiais près de la gare. Un jour, un homme m'a donné un billet. Puis il m'a craché dessus en disant « Tiens, sale rat ». Je l'ai remercié quand même. Parce que j'avais faim. Ces voix, longtemps enfouies sous la poussière, se levaient comme des oiseaux blessés, cherchant un ciel nouveau. Malik les écoutait, bouleversé. Il nota chaque parole, chaque nom. Il en fit des fiches, des dossiers, des projets. Et surtout, il en fit une promesse de mémoire. Plus jamais vous ne serez oubliés. Vous êtes les bibliothèques vivantes de notre peuple. Et nous, les fils perdus, allons apprendre à lire en vous. Il fit venir une psychologue. Puis une professeure d'alphabétisation. Puis une infirmière à temps plein. Et chaque soir, en quittant le centre, il embrassait sa mère sur le front. « C'est toi qui m'as tout appris, maman. » Même en mendiant. Elle répondait d'un sourire. « Ce n'est pas moi. C'est la faim. La vraie. Celle de l'âme. Tu avais faim, Malik. Tu ne le savais pas. » Et il comprenait. Il n'avait pas sauvé sa mère. C'était elle qui l'avait sauvé, en se laissant trouver. Le centre était maintenant vivant. Les murs, encore inachevés à certains endroits, résonnaient déjà de voix, de rires, de soupirs. Ce n'était pas un bâtiment. C'était un cœur. Un organe fragile mais puissant, alimenté par la dignité retrouvée de celles et ceux qu'on croyait perdus. Mais il manquait quelque chose. Les mères étaient là. Les bras guérissaient, les visages reprenaient des couleurs. Mais les fils, où étaient-ils? Pas les enfants de sang, mais les enfants de la rue. Ces jeunes hommes qui avaient grandi dans l'asphalte et la violence. Ceux qui fumaient pour oublier, qui volaient pour exister, qui erraient pour survivre. Malik le savait, il devait aller les chercher. Alors, un matin, il partit. Seul. Il enfila un simple boubou. Il marcha dans les ruelles sombres de certains quartiers. Il s'enfonça dans les ghettos où même la police ne s'aventurait plus. Il croisa des regards méfiants, des rires cyniques, des insultes. Mais il ne recula pas. Devant un mur tagué, il s'arrêta. 3 garçons fumaient dans un coin. L'un d'eux cracha au sol en le voyant approcher. « T'as perdu ton chemin, patron ?» Malik s'assit lentement devant eux. « Non, je suis venu chercher mes frères. » Ils ricanèrent. « Frère, t'as cru qu'on était au théâtre? Va-t'en, avec tes mots propres. » Mais Malik ne bougea pas. Il les regarda dans les yeux. Longtemps, sans peur, sans supériorité. Puis il dit, « Moi aussi, j'ai oublié qui j'étais. Moi aussi, j'ai tourné le dos à la misère. Et c'est la misère qui m'a sauvé. Elle m'a remis à genoux. Et quand j'étais à genoux, j'ai vu ma mère tendre la main, pour survivre. » Le silence tomba. Les garçons cessèrent de sourire. « Je ne viens pas vous donner des leçons. Je viens vous offrir un lieu. Un vrai. Pas une prison déguisée. Pas un projet d'État. Un lieu à vous. À nous. Où vous pourrez apprendre, construire, guérir. Pas pour devenir riche. Pour redevenir des hommes. » L'un d'eux, au regard dur, demanda. « Et pourquoi tu ferais ça pour nous ?» Malik répondit sans hésiter. « Parce qu'aucun enfant ne mérite d'être oublié.
Et parce que j'ai été l'un de vous, sans le savoir. Mon costume cachait juste ma blessure. Le plus jeune des trois le regarda longtemps. Puis dit doucement. Si tu mens, on te chasse. Mais si tu dis vrai, je veux venir. Et ce fut le début d'une deuxième révolution. Les jeunes commencèrent à arriver. D'abord 2, puis 5, puis 10. Ils ne demandaient pas grand-chose. Juste un endroit où poser leurs sacs. Un endroit sans regard accusateur. Un endroit où quelqu'un les appelle par leur prénom. Ils furent accueillis par les mères. Aïcha leur tendait le repas, leur apprenait à prier, leur racontait les proverbes anciens. Un homme qui ne connaît pas sa mère ne connaîtra jamais sa paix, répétait-elle. Et les jeunes, un à un, commencèrent à changer. L'un devint apprenti peintre. Un autre jardinier. Un autre encore demanda à prendre l'électricité. Ils disaient entre eux. Là-bas, on n'est plus des déchets. On est des fils. Et Malik, les regardant jour après jour, comprenait. Ce centre, il ne l'avait pas bâti pour sauver le monde. Il l'avait bâti pour réparer le mot « maman ». Le lendemain, Malik revint. Sans costume. Sans montre. Sans lunettes de marque. Il portait un simple t-shirt et un pantalon en coton léger, usé volontairement. Il avait même retiré ses chaussures en entrant dans la ruelle. Non pas par misérabilisme, mais par respect. Respect pour ceux qu'il n'avait jamais regardés. Ceux qu'on appelle les sans-voix, alors qu'il crie tous les jours en silence. Sa mère l'attendait déjà, assise sur une natte qu'elle partageait avec une vieille femme aveugle. Elle ne dit rien. Elle lui tendit un morceau de pain, comme la veille. Malik s'assit. Puis il sortit un carnet. Petit, discret. Et il commença à écouter. Il tendit l'oreille à chaque histoire. Celle d'un ancien professeur devenu fou après avoir perdu ses enfants dans un accident. Celle d'une jeune fille chassée de chez elle pour avoir refusé un mariage forcé. Celle d'un vieux mécanicien ruiné par la pandémie, puis abandonné par ses clients et ses amis. Chaque témoignage était une gifle. Et dans chaque visage, Malik reconnaissait un fragment de son peuple. De son pays. De sa propre humanité. Au bout de plusieurs jours, une rumeur commença à se répandre dans la rue. Il est différent, celui-là. Il nous parle comme si on comptait. Il ne donne pas seulement du pain. Il donne de l'écoute. Et pourtant, il ne leur avait pas encore donné d'argent. Il leur avait offert quelque chose de plus précieux. Son temps. Sa mère le regardait, chaque jour, un peu plus fière. Elle ne lui disait pas qu'il faisait bien. Elle le regardait faire. Parce qu'elle savait qu'un fils véritable n'a pas besoin d'applaudissements. Il a besoin d'un but. Un matin, Malik prit la parole devant eux tous. Je veux créer quelque chose avec vous. Pas pour vous. Avec vous. Un centre. Un lieu où on ne mendie pas, où on apprend, où on transmet. Un endroit où chacun peut reprendre sa dignité. Le silence fut total. Puis une voix s'éleva, celle de Modou. Tu vas vraiment faire ça? Malik le fixa droit dans les yeux. Oui. Et pas avec des briques seulement. Avec vos histoires. Avec vos talents. Vous êtes des bâtisseurs. C'est vous qui allez reconstruire ce pays. Moi, je vous prêterai mes mains, mes outils, mon argent. Mais c'est vous qui en serez l'âme. Un murmure parcourut la foule. Un homme se leva. Puis un autre. Puis une femme. Et tous hochèrent la tête. Ce jour-là, dans une ruelle oubliée de Dakar, un mouvement était né. Non pas un projet social, mais une révolte douce. Une réhabilitation silencieuse. Celle des oubliés qui, enfin, retrouvaient leur nom. Et au milieu d'eux, Malik n'était plus le fils prodigue. Il était un frère retrouvé. Les jours passèrent, et la poussière laissa place au plan. Malik n'était plus un visiteur dans cette ruelle. Il y dormait encore parfois, aux côtés de ceux qu'il appelait désormais les siens. Il n'y avait plus de hiérarchie. Il partageait les repas, les douleurs, les prières. Et surtout, il écoutait. L'idée d'un centre avait germé dans tous les cœurs. Pas un centre d'accueil. Pas un refuge. Mais une école. Pas pour les enfants. Pour les grands blessés de la vie. C'est ainsi que naquit la Maison des Invisibles. Une grande cour abandonnée, derrière un vieil entrepôt, fut louée discrètement par Malik. Avec l'aide d'un architecte bénévole et d'un groupe d'amis sincères, très peu, mais fidèles, il lança les travaux. Mais là encore, il ne paya pas d'ouvriers étrangers. C'étaient les habitants de la rue qui bâtissaient. Chacun posera sa pierre, dit-il un matin. Même ceux qui ont les mains tremblantes. Car ici, ce que l'on construit, c'est plus qu'un bâtiment. C'est une revanche lente sur l'oubli. Les femmes nettoyaient les carreaux cassés. Les hommes peignaient les murs avec patience. Et les enfants
car il y en avait, riaient de voir leur monde changer de couleur. Modou, l'ancien maçon, fut nommé chef des fondations. On ne m'avait plus confié un marteau depuis 10 ans, disait-il en souriant. J'ai l'impression d'être redevenu un homme. Et Aïcha, la mère de Malik, préparait du bissap et des galettes pour les pauses, sous un petit auvent. Sa cuisine était maigre, mais son cœur nourrissait tout le chantier. Un matin, Malik s'éclipsa avec elle. Il l'emmena dans un centre médical privé. Elle protesta, gênée. Ce n'est pas pour moi, Malik. Garde ton argent pour les autres. Mais il lui prit doucement la main. Tu es ma mère. Tu es la racine. Si tu tombes, tout s'effondre. Elle ne dit plus rien. Les examens révélèrent une tension élevée, une fatigue chronique et une carence nutritionnelle sévère. Rien d'irréversible, mais chaque seconde comptait. Il la regarda dormir à l'hôpital, plus fragile que jamais. Et dans ce moment de calme, il comprit une chose essentielle. Tout ce qu'il construisait dehors devait d'abord commencer en elle. La réhabiliter, elle. Sa dignité, sa santé, sa place. Avant de prétendre changer le monde. Alors, le soir même, il réunit les anciens de la rue. Et déclara, la voix ferme. Le premier étage de notre centre sera réservé aux mères de la rue. Les mères oubliées. Ce sont elles qui élèveront le bâtiment. Et ce sont elles qui en seront les reines. Modou leva son marteau comme un cri. Amen, frère. Les mères d'abord. Toujours. Et tous applaudirent. Parce qu'en chacun d'eux, il restait l'écho d'un boubou qui les avait bercés, d'une main ridée qui les avait nourris, d'un regard épuisé qui avait cru en eux, même quand ils ne croyaient plus en eux-mêmes. Et cette école, alors, devint un sanctuaire. Ce jour-là, le soleil brillait d'une chaleur douce, presque inhabituelle. Le ciel, dégagé comme rarement à Dakar, semblait bénir cette journée particulière. La maison des Invisibles fêtait son premier mois d'existence. Tout n'était pas encore parfait. Les murs portaient encore l'odeur du plâtre frais, la cour manquait de carreaux, et les tables de la salle commune étaient faites de planches récupérées. Mais l'essentiel était là. Des femmes qui souriaient. Des jeunes hommes qui respectaient. Et au centre, une mère debout, droite, digne, Aïcha. Malik avait organisé une petite cérémonie. Il voulait honorer celle qui avait survécu à l'indifférence. Celle qui, malgré les années, n'avait pas cessé d'aimer sans attendre. Il invita quelques journalistes, quelques anciens amis, même d'anciens partenaires d'affaires, curieux de voir ce que devenait le jeune prodige de la tech devenu mystique de la rue. Il se leva, au centre de la cour. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il parla simplement. « Je suis ici pour réparer. Pas pour impressionner. Je ne suis pas un philanthrope. Je suis un fils qui a oublié. Un fils qui a mis trop de temps à dire merci. » Puis il se tourna vers elle. Sa mère. Assise parmi les femmes, un voile blanc sur les cheveux, les yeux humides. Et là, devant tous, d'une voix claire, il dit « Maman, viens, s'il te plaît. » Le silence fut total. Pas un souffle. Juste le choc doux d'un mot qu'on n'entend jamais dans la bouche d'un homme public. Maman. Ce mot, si petit, devint soudain immense. Elle se leva, timidement, les mains tremblantes. Il s'agenouilla devant elle. Lui, le chef, le bâtisseur, l'homme d'affaires. Il s'agenouilla, comme un fils revenu d'un très long exil. Je te demande pardon. Pardon pour les années perdues. Pardon pour ton silence que je n'ai pas entendu. Pardon de t'avoir laissé mendier, pendant que je m'enorgueillissais. Pardon de n'avoir pas dit ce mot plus tôt. Maman. Elle posa sa main sur sa tête, doucement, et répondit. Je t'ai déjà pardonné, Malik. Le jour où tu m'as regardé. Le jour où tu t'es assis dans la poussière avec moi. Le jour où tu as pleuré, non pas de honte, mais de reconnaissance. Les applaudissements jaillirent. Mais ce ne fut pas un tonnerre. C'était une pluie douce. Une pluie d'âmes émues. Les mères pleuraient. Les jeunes baissaient les yeux. Les journalistes avaient éteint leurs caméras. Ce n'était plus un événement. C'était un moment de vérité. Ce jour-là, Malik comprit que les mots publics pouvaient aussi être des actes d'amour. Et sa mère devint, pour tous, la mère de la rue. La dignité venait de renaître, non pas dans un discours, mais dans un simple mot. Maman. La cérémonie avait marqué les esprits. Les larmes avaient coulé, les cœurs s'étaient ouverts. Mais à peine la poussière des applaudissements retombée, une autre réalité se fit sentir. Le monde extérieur avait entendu parler de la maison des Invisibles.
Et le monde extérieur ne supportait pas qu'une lumière apparaisse sans en réclamer la propriété. Quelques jours plus tard, Malik reçut un appel. Un haut conseiller d'un ministère voulait le rencontrer. Urgent. Important. Il accepta. Par curiosité. Par prudence. Il arriva dans une grande bâtisse climatisée, au marbre froid et au couloir plein d'échos vides. On lui serra la main avec un sourire trop large, trop poli. « Monsieur Malik, félicitations pour ce projet. Vraiment, vous touchez les cœurs. Le gouvernement est admiratif. » Il répondit avec réserve. « Merci. Mais ce n'est pas un projet, c'est une mission. » L'homme sourit. « Justement, une mission pareille ne doit pas rester marginale. Nous voulons vous aider. Subventions, reconnaissance officielle, partenariat public. Nous pourrions intégrer votre structure dans notre programme de lutte contre l'exclusion. Ce serait une belle vitrine pour le pays, n'est-ce pas? » Malik comprit. Il voulait s'approprier, s'infiltrer, étirer son geste pur dans une communication politique. Et en échange, oh, très peu. Une mention du ministère sur vos affiches. Une direction partagée. Une ligne de budget qui passerait par nos circuits. Vous resteriez le visage du projet, bien entendu. Mais, cadré. Cadré. Le mot résonna dans son esprit comme une gifle douce. Il voulait mettre une cage dorée autour d'un oiseau qu'il avait aidé à voler. Il sourit calmement, puis répondit. « Vous savez, monsieur, ce centre n'est pas une institution. C'est une blessure réparée. C'est le fruit de l'amour d'une mère qu'on a laissé mourir dans la rue. Et aucune subvention ne peut remplacer ça. » Le conseiller se tendit. « Réfléchissez bien. Ce serait dommage que ce magnifique projet reste limité. » Malik se leva. « Je préfère une flamme libre qu'un projecteur prisonnier. » Et il partit. De retour au centre, il réunit les maires, les jeunes, les anciens. Il leur raconta tout. Ils veulent nous acheter. Nous découper en rubans. Nous accrocher sur leur mur comme une médaille. Mais je vous le dis aujourd'hui, et je vous le répéterai demain, notre dignité n'est pas à vendre. Pas même pour 1000 toits, si ces toits nous volent la vérité. Aïcha hocha la tête. Laisse-les parler. Nous, on bâtit. Pas pour être vus. Pour être vrai. Les jeunes, eux, tapèrent des mains. L'un cria. On n'a pas quitté la rue pour se faire enfermer dans une autre. Et un nouveau pacte fut scellé. Non sur du papier, mais dans les regards. Dans la poussière. Dans le pain partagé. Car la maison des invisibles n'appartiendrait jamais à ceux qui ne pleuraient que devant les caméras. Elle appartenait à ceux qui pleuraient la nuit et se relevaient au matin. Le vent soufflait plus fort ce soir-là. Pas le vent sec des grandes chaleurs. Un vent tiède, chargé d'odeurs, celle du bissap, du savon fraîchement utilisé, de la sueur du travail bien fait. Un vent de vie, tout simplement. Malik venait de finir une séance avec un petit groupe de jeunes du centre. Ils avaient peint un mur de mots. Littéralement. Un mur où chacun avait écrit un mot qu'il voulait offrir au monde. Espoir, mémoire, maman, fierté, deuxième chance. Il souriait. Il sentit même, pour la première fois, quelque chose de rare, de la paix. Mais cette nuit-là, Aïcha ne sortit pas comme à son habitude. Pas de petites prières sur le tapis de la cour. Pas de récits racontés aux enfants. Pas même le bruit de sa cuillère tournant dans une tasse de lait chaud. Malik entra doucement dans sa chambre. Elle était allongée sur le matelas fin, recouverte d'un pagne. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard semblait perdu dans un endroit lointain, comme si elle regardait au-delà du mur. Il s'assit à son chevet. « Maman, tu vas bien ?» Elle tourna lentement la tête. « Oui, mon fils. Je vais bien. Je suis juste fatigué. Mais pas du corps. Du cœur. » Il voulut appeler une infirmière. Elle lui saisit le poignet, doucement. « Pas ce soir. Ce soir, je veux juste te parler. Seul à seul. » Il hocha la tête. Elle prit une longue inspiration. « Je ne suis pas éternel, Malik. Et je sens que le fil de ma vie devient plus fin, chaque jour. Mais je ne veux pas de larmes. Je veux que tu écoutes. Et que tu retiennes. » Il acquiesça, bouleversé. « Ce que tu as bâti ici, ce n'est pas un centre. C'est un monde. Un monde où les mères peuvent redevenir des reines. Un monde où les fils peuvent tomber sans être rejetés. Un monde où les blessures ne sont pas cachées, mais soignées. » Elle se redressa légèrement. « Mais ce monde, il est fragile. Il ne tiendra pas avec du ciment. Il tiendra si tu continues à écouter, à pardonner, à t'abaisser, à embrasser la poussière,
quand le monde te dira de la mépriser. Elle marqua une pause. Je veux que tu me promettes que même si je ne suis plus là, tu continueras. Non pour moi, mais pour toi. Pour les autres mères. Pour les fils de la rue. Malik avait les larmes aux yeux. Je te le jure, maman. Même quand tu partiras, ton nom vivra ici. Dans chaque mur. Chaque regard. Chaque silence plein d'amour. Elle sourit. Alors tu as compris. Le vrai héritage, ce n'est pas l'argent. C'est ce qu'on laisse dans les mains vides des autres. Elle sortit de sous son pagne un petit mouchoir plié. J'ai gardé ce mouchoir toute ma vie. C'est avec ça que je t'essuyais le visage quand tu pleurais petit. Il est vieux, il ne vaut rien. Mais pour moi, il est tout. Elle le lui tendit. Garde-le. Et quand tu sentiras que tu t'égares, reprends-le. Et rappelle-toi que tu es né des mains d'une femme pauvre, mais riche d'amour. Malik prit le mouchoir, le cœur tremblant. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta assis à côté d'elle, tenant sa main, écoutant sa respiration, craignant qu'à tout moment, elle s'arrête. Mais elle ne partit pas. Pas encore. Elle lui laissa encore un peu de temps. Pour apprendre. Pour aimer. Pour être fils, pleinement. L'aube perçait à peine, dorant les murs de la maison des invisibles d'une lumière douce et silencieuse. Malik, les yeux cernés, n'avait pas quitté la chambre. Sa mère dormait toujours, paisiblement, son souffle lent mais régulier. Chaque respiration lui paraissait précieuse, presque sacrée. À l'extérieur, la cour reprenait vie. Les jeunes balayaient, les mères faisaient chauffer l'eau, et quelques enfants, réveillés trop tôt, jouaient déjà à courir après les oiseaux. Malik sortit un instant. Il inspira profondément. Il sentait que le monde changeait, doucement, un battement de cœur à la fois. Il prit une décision. Ce midi, il allait cuisiner pour elle. De ses propres mains. Il voulait que, pour une fois, ce soit lui qui la nourrisse. Pas avec de l'argent. Avec de l'amour. Il alla au marché. Il choisit lui-même les légumes. Il acheta un peu de poisson frais. Il demanda à une mère du centre de lui apprendre à refaire un thieboudienne comme elle l'aimait. Simple, sans trop d'huile, avec du yé, comme au temps de son enfance. Tu vas cuisiner toi-même? Demanda Modou en riant. Oui. Je veux qu'elle sente, dans chaque bouchée, le respect que je lui dois. Vers midi, la grande cour fut remplie de bonnes odeurs. Les gens s'approchaient, curieux. Malik, vêtu d'un simple tablier, remuait la marmite avec attention. Il goûtait. Rectifiait. Il n'avait jamais fait ça. Mais c'était comme s'il cuisinait son pardon. Quand le repas fut prêt, il dressa un plat simple. Une assiette en fer, bien remplie, décorée d'un quartier de citron. Il couvrit d'un linge propre et entra doucement dans la chambre. Elle ouvrit les yeux, déjà éveillée. Comme si elle l'attendait. « Maman, aujourd'hui, c'est moi qui t'apporte à manger. » Elle sourit, surprise. « Toi, tu sais cuisiner. Maintenant, je ne sais pas encore cuisiner. Mais je sais aimer. » Il posa l'assiette devant elle, s'assit à ses côtés, et lui tendit la cuillère. Elle prit une bouchée. Puis une autre. Puis elle le regarda longuement. « C'est pas parfait, dit-elle. Mais c'est sincère. Et c'est ça qui compte. » Elle mangea lentement, savourant chaque morceau comme si c'était un festin royal. Et à la fin, elle lui tendit la main. « Merci, Malik. Aujourd'hui, je me suis senti servi comme une reine. » Il serra cette main contre sa joue. « Tu es une reine, maman. Tu l'as toujours été. C'est moi qui ne le voyais pas. » Elle ferma les yeux un instant. Puis dit doucement. « Alors retiens cette leçon, mon fils. Quand une mère tend la main dans la rue, ce n'est jamais pour elle. C'est pour qu'un jour, son fils la retrouve. » Et Malik comprit. Ce dernier repas n'était pas une fin. C'était une bénédiction. Le lendemain, le ciel était plus lourd. Pas de pluie, pas de vent. Juste cette lourdeur étrange que seuls les cœurs attentifs ressentent quand quelque chose approche. Malik s'était levé très tôt. Il voulait organiser une petite fête intime. Rien de grandiose. Juste un moment doux, une sorte de sabbat pour les mères, les jeunes, les oubliés devenus visibles. Il avait commandé du tissu pour coudre des foulards neufs. Il avait invité une vieille griotte pour chanter. Et surtout, il avait fait encadrer une photo. La seule qu'il avait retrouvée. Sa mère et lui, des années plus tôt, devant leur minuscule maison à Pikine. Elle le tenait dans ses bras. Lui portait une chemise trop grande, mais souriait à pleines dents. Il voulait lui offrir ce souvenir. Pour lui dire « Je t'ai retrouvé. Et je me suis retrouvé en toi. » Mais lorsqu'il entra dans la chambre, quelque chose clochait. Sa mère était allongée. Immobile. Trop immobile.
Il s'approcha lentement. Le souffle suspendu. Maman. Elle n'ouvrit pas les yeux. Il posa la main sur la sienne. Elle était tiède. Mais faible. Maman, réveille-toi. Elle ouvrit les paupières. Lentement. Malik. Sa voix était si douce, si effacée, qu'il fallut se pencher pour l'entendre. Je suis fatigué, mon fils. Je sais, maman. Repose-toi. Je suis là. Je suis là maintenant. Elle sourit. Un sourire si pur que le monde entier aurait pu s'y noyer. Tu as été un bon fils. À la fin. Ces mots le poignardèrent et l'illuminèrent en même temps. Tu m'as honoré. Tu as aimé. Tu as écouté. Et surtout, tu as réparé. Tu as soigné ce que l'oubli avait brisé. Malik se pencha davantage, les larmes au bord des cils. Mais tu ne peux pas partir maintenant, maman. Pas encore. Tu dois voir la fête. Tu dois entendre les chants. Tu dois voir les autres mères sourire grâce à toi. Elle leva la main avec lenteur et toucha sa joue. Je les entends déjà. Je les vois déjà. Je sens que tout est en paix maintenant. Mon œuvre est finie. Tu es devenu l'homme que j'avais prié de voir grandir. Et moi, je suis prêt à rentrer. Il serra sa main. Il pleura, sans bruit. Maman, ne me laisse pas. Elle ferma les yeux. Je ne te laisse pas, mon fils. Je me dépose en toi. Et elle s'endormit. Le souffle devint plus lent. Puis presque imperceptible. Puis, le silence. Un silence total. Un silence sacré. Un silence qu'aucun mot ne pourrait jamais combler. Malik tomba à genoux. Il pleura. Pour la première fois, non pas de remords, mais d'amour. Pur. Brut. Infini. La mère de la rue venait de rentrer chez elle. Il n'y eut pas de hurlements, pas de cris, pas de panique. Seulement une paix étrange. Une présence lourde et douce à la fois, comme si l'air lui-même avait compris qu'il fallait se taire. Respecter. Se prosterner. Malik resta agenouillé, la tête posée contre la main de sa mère. Il ne voulait pas qu'elle refroidisse. Il voulait retenir la chaleur, comme on retient un rayon de soleil entre les doigts. Mais même l'amour ne peut arrêter la mort. Alors il l'accepta. Il l'embrassa sur le front. Longuement. Lentement. Puis, d'une voix presque inaudible, il murmura. « Merci ». C'était tout ce qu'il pouvait dire. Et c'était assez. Il sortit, les yeux gonflés, les pas incertains. Dans la cour, les mères comprirent sans qu'il ne dise un mot. Elles s'approchèrent. Une par une. En silence. Certaines posèrent une main sur son épaule. D'autres pleuraient doucement. Aïcha n'était pas seulement sa mère. Elle était devenue la leur. Modou arriva en courant. Puis s'arrêta net. Il vit le visage de Malik. Et comprit. Il enleva son bonnet, baissa les yeux. Elle est partie comme une reine. Sans peur. Dans la paix. Malik hocha la tête. Elle est partie chez elle. Non, répondit Modou. Elle est partie chez nous. Parce qu'elle a laissé ici une maison. Et un héritage. Ils la lavèrent avec soin, comme le veut la tradition. Avec respect. Avec pudeur. Avec amour. Ce ne fut pas un enterrement riche. Pas de cercueil luxueux. Pas de cortège politique. Mais ce fut une procession d'âmes. Des femmes, des enfants, des hommes. Tous en blanc. Tous portant dans le regard un même feu, la reconnaissance. Ils l'ensevelirent dans un petit cimetière à la périphérie. Là où les arbres chantent encore le vent, là où les oiseaux n'ont pas peur de se poser. Et Malik, en dernier, prit une poignée de terre. Il la fit couler entre ses doigts. Puis la posa sur sa tombe, lentement. Tu ne m'as jamais abandonné, maman. Même dans la rue. Même dans le silence. Même dans l'humiliation. Et aujourd'hui, je te promets. Il s'interrompit, la gorge nouée. Puis reprit. Je te promets que chaque femme de ce pays qui tendra la main, je la verrai. Chaque mère oubliée, je la prendrai dans mes bras. Et chaque enfant qui a oublié sa mère, je le réveillerai. Il se releva. Le vent se leva avec lui. Et la maison des invisibles n'était plus seulement un refuge. C'était désormais un temple vivant. Les jours passèrent. Puis les semaines. Le centre ne ferma pas. Au contraire. La mort de Aïcha avait laissé une blessure. Oui. Mais cette blessure n'était pas un trou. C'était une porte. Une brèche par laquelle la lumière passait. Elle n'était plus là physiquement, mais sa présence habitait chaque mur, chaque geste, chaque silence. Le tissu qu'elle portait fut encadré et suspendu à l'entrée. Sur la porte, on avait gravé une phrase qu'elle répétait souvent. Ce n'est pas la main qui m'en dit qu'il faut juger.
c'est le regard qui ne sait plus reconnaître sa mère. Le centre grandit. Pas en hauteur, en profondeur. On y apprenait à lire, à cuisiner, à prier, à réparer, à penser. Mais surtout, on y apprenait à aimer. Des jeunes devinrent formateurs. Des mères reprirent goût à la couture, au chant, à la vie. Une petite bibliothèque fut ouverte, remplie de livres qu'on leur avait donnés, puis de livres qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Des récits, des poèmes, des témoignages. Et dans chaque page, on retrouvait son ombre à elle. Malik, lui, ne retourna jamais vraiment à son ancienne vie. Il avait toujours ses compétences, ses contacts, son influence. Mais il les utilisait autrement. Il finançait, oui. Mais surtout, il écoutait. Il était devenu gardien d'un feu. Celui qu'une mère, agenouillée dans la rue, avait rallumé dans le cœur d'un fils qui s'était égaré. Un jour, un journaliste vint l'interviewer. Il demanda « Quelle est votre plus grande réussite, monsieur Malik ?» Il réfléchit, puis répondit « Avoir appris à dire « maman » avec tout mon cœur, avant qu'il ne soit trop tard. » Et le silence qui suivit valait plus que toutes les réponses. Des années plus tard, des enfants nés dans ce centre racontaient son histoire à d'autres. On leur disait « Il y avait une femme. Elle était pauvre. On l'appelait Yahaïcha. Elle n'avait rien, sauf un amour plus grand que la rue. Et un jour, cet amour a ramené son fils à lui-même. Et ce fils a bâti une maison. Pas avec de l'argent, avec ses larmes, avec ses bras, avec sa promesse. Et les enfants demandaient « Elle est morte, la dame ?» Et on leur répondait « Non, elle est là. Dans chaque bol de riz partagé, dans chaque main lavée avec tendresse, dans chaque regard qu'on pose enfin sur ceux qu'on ne voyait plus. Parce qu'une mère n'est jamais vraiment morte. Quand son amour a bâti un monde que la mort ne peut plus atteindre.